Yop tout le monde, j'espère que vous allez terriblement bien, je suis très content comme d'habitude de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va écouter, voir, analyser, peut-être découvrir pour certains et apprendre au sujet de guitaristes qui ont tous un point commun, c'est qu'ils ont subi un accident et cet accident a provoqué chez eux un handicap. Et vous allez voir que chez ces guitaristes, leur handicap a vraiment été une force et a même forgé parfois des styles musicaux et des grands noms de la guitare. C'est parti, on découvre tout ça ensemble. On commence par un des guitaristes qui m'a beaucoup inspiré, que j'apprécie encore beaucoup aujourd'hui. C'est le grand monsieur Tony Iommi, le guitariste de Black Sabbath. C'est parti. Alors c'est fou parce que vous allez voir Tony Iommi, d'ailleurs je vais dire Tony, c'est notre pote Tony. Black Sabbath, alors il y a des débats partout, par-ci par-là, c'est les précurseurs du métal. Pour moi c'est le précurseur du métal, beaucoup disent que si le heavy metal devrait sonner, ça serait comme Black Sabbath. Après, chacun pense ce qu'il veut, on n'est pas là pour débattre de Black Sabbath. Voilà, c'était Flash Débat. Le son Black Sabbath, c'est notamment juste beaucoup aux guitares, pas que, mais beaucoup aux guitares. Et la guitare, le jeu de Tony est dû à sa manière qu'il a eu d'apprendre, notamment par rapport à son handicap. Donc là, clairement, on commence direct en disant que son handicap a été la force et a figé un style et puis a créé justement une entité qui est complètement folle. Alors pour vous la faire très courte, en gros, Tony, à l'âge de 15 ans, il part bosser directement dans une usine de métallurgie. Donc déjà, on est bien. Métallurgie, métal, il y a un point commun. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça me fait rire personne. Regarde, qui rit? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain moment? Avec une presse hydraulique, bam, il se sectionne l'annulaire et le majeur de la main droite. Et là, vous allez me dire, bon, main droite, voilà, c'est celle qui tient le médiator, on peut s'arranger. Sauf que le monsieur est comme moi, il est gaucher. Alors bon, moi je suis gaucher en écriture mais pas en guitare. En tout cas, lui, il était guitariste gaucher. Ce qui veut dire qu'en fait, sa main droite, c'est là où il devait appuyer sur les petites cases. À ce moment-là, il était déjà passionné par la guitare, donc c'est hyper problématique. Jusqu'au jour où justement un collègue à lui vient lui montrer une œuvre de Django Reinhardt. Alors Django Reinhardt, Dieu de la guitare. On va en parler juste après. Je ne veux pas trop aller sur ce sujet-là parce que lui aussi avait un handicap, mais on va en parler juste après, c'est hyper important. Eh bien, il voit qu'il est arrivé divinement bien, et ce qui se passe, c'est qu'il se dit « Ok, je vais pas lâcher l'affaire, et là, je vais essayer de trouver une solution. » Il décide de se fabriquer lui-même ses propres prothèses maison avec du plastique qui fait fondre, il met du cuir par-dessus, et voilà, ça vient allonger ses doigts qui étaient sectionnés pour pouvoir pratiquer son instrument. Le souci, c'est que, c'était pas très efficace. Ça l'était, mais c'était pas foufou. Ce qui se passe, c'est qu'il pouvait pas appuyer, assez fort sur ses cordes. Il a eu une idée, il est resté motivé, parce que le mec est allé jusqu'au bout du truc. Il a pris des cordes de banjo, un peu plus fines que les cordes de guitare. Il est venu les monter sur sa guitare. C'était pas mal, mais c'était toujours un petit peu délicat. Et il a décidé de désaccorder, toutes ces 6 cordes pour baisser la tension de la guitare, mais au final, baisser l'accordage. Et c'est là qu'on dit, entre guillemets, parce que c'est pas réellement le cas, que le son Black Sabbath est né. Bravo! Wow! Donc à l'heure actuelle, par exemple, dans les groupes de métal, c'est quelque chose qui est hyper commun. 1 ton et demi en dessous, 2 tons, 3 tons, 4 tons, 8 cordes, ce que vous voulez. Mais à l'époque, dans les années 70, c'était pas du tout conventionnel. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un accordage assez lourd, puisqu'il est plus grave, un peu plus balèze, et c'est, entre guillemets, ce son Black Sabbath. Est-il l'inventeur du détunage de guitare? Je vous laisse me dire en commentaire. Alors maintenant, si on se concentre sur son jeu, ce qui se passe, c'est que comme il avait des sortes de dés à coude, c'est quelque chose qui est un peu déroutant quand même quand on est guitariste, donc son jeu a dû s'adapter à cette situation-là. Et moi, ce que je retiens quand vous me dites en tant que guitariste Black Sabbath, c'est 2 choses. L'utilisation à foison des power chords. Alors les power chords, c'est des positions qui sont assez simples à faire, mais lui, en fait, dans beaucoup de compositions, il les utilisait pour créer ses propres riffs. Grâce aux power chords, ou grâce à l'utilisation des power chords, il a pu en fait trouver son propre style qui a un peu quand même défini le style Black Sabbath. Le power chord, c'est quand même quelque chose d'impactant, de très neutre, de très efficace, ça donne de la puissance, power chord, et du coup, ça a créé le son Black Sabbath. Entre autres.
entre autres, il n'y a pas que ça. Et la deuxième chose, et là c'est quand même quelque chose qui pour moi a été révolutionnaire quand j'ai découvert cette sonorité bien plus tard, puisque je suis un moldu, c'est quelque chose aussi que j'enseigne dans ma méthode à 2 doigts de sonner, alors la version métal plutôt, c'est l'utilisation, et on va vulgariser tout ça, de l'intervalle du diable. L'intervalle du diable, c'est cette sonorité. Donc encore dans la vulgarisation, puisqu'on peut aller plus loin si on prend le truc à l'envers, si, ça, etc. Mais si on vulgarise au maximum, c'est une intervalle qu'on appelle dite triton. La couleur et la sensation de cet intervalle, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle m'évoque beaucoup de choses, voilà, qui est quand même quelque chose de très déroutant, très dérangeant, tordu, un petit peu malaisant. Il y en a qui disent justement l'intervalle du diable, puisqu'il y a quelque chose de malsain derrière tout ça. Et ça en a fait aussi le son Black Sabbath, parce qu'il l'utilisait beaucoup. Cet intervalle est facile à faire, donc on peut se dire, est-ce que c'est dû justement à l'écart qui était assez faible, et du coup il pouvait se positionner comme ça, ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'il appréciait beaucoup? Mais voilà, comme elle est simple à faire, je pense qu'il l'a beaucoup utilisée, et ça a créé pas mal de riffs, des gros tubes de Black Sabbath. Et on va pas se le cacher, ça en a inspiré un tas d'autres jusqu'à maintenant. Par exemple avec le morceau Master of Puppets. Ou encore avec le magnifique morceau Vermilion de Slipknot. Et bien voilà, toutes ces sonorités, tous ces morceaux, on va pas dire qu'ils viennent absolument de Tony Iommi, mais ils viennent quand même un tout petit peu de son âme guitaristique qui est due à ce qu'il a subi. En tout cas, pour moi, c'est un des guitaristes qui m'a vachement inspiré, et je pense que ça peut être une inspiration pour tout le monde. Évidemment, là, j'ai parlé pas mal des gros accords, des choses assez puissantes, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais il était aussi très bon en tant que soliste. Regardez cette vidéo. Petit clin d'œil avec Monsieur Tony, dans ma BD La Chevauterie guitaristique, on raconte sous forme de sketch tout ça, et il y a des cours associés pour apprendre la guitare. Donc c'est une BD qui est disponible, n'hésitez pas à checker un peu partout, c'est sur ma plateforme La Chelosphère. Ça a été très drôle en fait de mixer ce sketch sous une façon très humoristique au final à un cours et à voilà cet avantage qu'il a eu d'avoir ce CD de Django. Bref, je vous laisserai découvrir ça si vous êtes intéressé, mais en tout cas je voulais vous le partager. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à qui au final il a continué la guitare? Eh bien c'était grâce à son petit collègue qui est venu avec un CD de Django Reinhardt, et là la transition est toute trouvée, la transition de la chelouterie. On va parler du dieu de la guitare, Django Reinhardt. On y va. Alors je vous le dis, je mets au défi quiconque de me dire que Django Reinhardt n'a pas influencé le monde de la guitare, et j'ai même envie de dire le monde de la musique en général. On va parler de son histoire, mais il était au-dessus, c'est affolant, affolant, affolant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Django Reinhardt, Django, c'est ça. Alors on se fait un petit récap. Là, on est tout droit plongé dans les années 1910, 20, 30. On n'est pas du tout dans le même monde qu'aujourd'hui. Le gars, Instagram, Osef. Je m'en fous. En gros, eh bien, il vient d'une famille manouche. Donc comme beaucoup de personnes talentueuses et exceptionnelles de la communauté manouche, ce qui se passe, c'est que Django Reinhardt apprend la guitare en autodidactie. Lui-même, ses oreilles, ses mains, merci,
au revoir. Donc de base, c'est un guitariste complètement talentueux. Là où le destin tourne un petit peu de manière tumultueuse, c'est-à-dire qu'en 1928, il a tout juste 18 ans, il vit dans sa roulotte, il y avait une bougie à l'intérieur de cette roulotte, la bougie tombe, la roulotte prend feu, lui, il parvient à s'échapper, tant bien que mal, mais il en sort pas totalement indemne. Les soucis qu'il a eu, c'est qu'il a eu vraiment des grosses brûlures, et notamment une brûlure qui est venue lui coller ses doigts, voilà, petits doigts et annulaires de la main gauche. Là, on met la main sur les cases. Donc là, ça devient compliqué. Et quand vous voyez des vidéos de Django Reinhardt, on voit vraiment son handicap à la main, on voit vraiment, c'est très flagrant, qu'il a ses deux doigts complètement collés. It's the same melody, but what a difference in interpretation. À la suite de ça, il lui a fallu 18 mois d'hospitalisation, ce qui est très complexe, surtout dans ces époques-là, et que quelques mois de réadaptation, rééducation. Comme quoi, encore une fois, il était à donf motivé et surtout passionné et pas lâcher son art. L'handicap de base qui aurait pu complètement lui briser sa carrière, ça en a fait sa force, mais surtout son style de jeu, et ça a amené le jeu Django Reinhardt qui est complètement hallucinant. On va détailler, on va analyser 2-3 trucs. Je suis pas le pro de la guitare manouche, mais j'adore ça. On est parti. Alors ce qu'il faut savoir avec le maître Django, c'est qu'il a souvent le rôle du guitariste lead, la guitare soliste, celui qui fait les mélodies, les petits solos. Mais avant tout, je vais quand même vous montrer 2-3 trucs par rapport aux positions d'accords, parce qu'il en faisait de temps en temps, et pour vous montrer que les positions d'accords manouche, de jazz manouche, sont souvent un peu issues de l'anatomie de la main de Django. En fait, dans le jazz manouche, on retrouve souvent ce genre de position. Et là, on voit que la forme de ma main est très proche de la forme qu'avait Django Reinhardt due à ses doigts collés. On peut retrouver aussi ce genre de choses. Du fait qu'il avait à peine 3 doigts aussi pour positionner certaines positions, on retrouvait des accords à 3 sons, très proches aussi du jazz. Par exemple ça. Et tout ça crée aussi l'identité sonore du jazz manouche, alors même si c'était assuré par d'autres guitaristes qui avaient leurs 5 doigts, ils pouvaient ajouter quelques petites notes, mais quoi qu'il arrive, on pouvait retrouver des morceaux très cultes avec ce genre de position qui vont s'approcher de l'identité de jazz manouche, notamment Minor Swing. Donc il s'est vraiment adapté, il a même utilisé son pouce en basse en fait pour pouvoir créer des accords. Quand certains par exemple utilisaient les accords septièmes, très utiles dans le jazz manouche et le jazz standard, ou même le blues, mais voilà, certains utilisaient les accords barrés. C'était possible, après on pouvait utiliser les formes plutôt typées jazz. Eh bien lui, par exemple, utilisait son pouce en basse, donc ça donnait quelque chose comme ça. Il gardait ses doigts qui étaient mobiles en dessous, pour imiter la position que les autres avaient, et il utilisait ses doigts qui étaient collés, en laissant de l'espace. Personne ne savait comment il faisait, il avait vraiment une précision assez folle pour avoir ce genre de sonorité. Alors il avait une autre spécialité qui faisait toute l'identité de son jeu et de sa sonorité, c'était l'utilisation des intervalles case par case. C'est vrai qu'avec 2 doigts, faire du case par case, c'est plutôt efficace. Je vous montre par exemple un petit plan qu'il faisait en case par case. La réalité, c'est qu'un guitariste avec tous ses doigts pourrait l'apprendre de cette manière. Etc. Donc vraiment de manière très théorique et scolaire avec le bon mouvement. Mais le fait d'utiliser qu'un doigt, car on le voit dans ces vidéos, il utilise maximum 1 ou 2 doigts et on voit qu'il glisse, eh bien ça apporte cette texture, cette sonorité très Django Reinhardtienne, si on peut dire ça comme ça, mais on entend ce frotter de guitare et puis cette attaque qui est complètement différente que quelque chose avec plusieurs doigts. Essayez de cerner la différence avec les guitares justement manouche, ça marche beaucoup, écoutez bien. En standard, donc on n'a pas trop de nuances de texture, de frotter. Et en glissé, on entend qu'on a le bois qui frotte, etc. Et ça, c'est quand même très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guitaristes qui apprennent du Django Reinhardt en imitant ses positions et en apprenant qu'avec 2 doigts. C'est vraiment comme ça qu'il faut apprendre du Django, je pense, avec 2 doigts. Au final, quand on est comme ça reste très plat et neutre. Et quand on glisse, il y a un petit peu plus de vie dans le jeu. Et il y avait même des moments où il s'approchait de la technique que beaucoup recherchent actuellement, et d'ailleurs beaucoup de métalleux l'utilisent par exemple, c'est le sweeping. Le gars faisait du sweep qu'avec 2 doigts, ou alors il atteignait des vitesses, même si c'était pas en sweep, assez hallucinantes. Donc
Donc ça, par exemple, avec 2 doigts, personnellement, je ne suis pas capable, et c'est encore une fois une preuve que c'était un monstre et un génie de la guitare. Voilà où, par exemple, moi, avec tous mes 5 petits doigts, je jouerais un plan façon Django, un peu comme ça, par exemple. Eh bien, lui, jouait ça avec 2 doigts. Je vais tenter. Ouais, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, mais on sent que le toucher est complètement différent, beaucoup plus de slide, de hammer. Du coup, ça apporte un peu ce délire-là. Et je vous invite tous à aller au moins écouter 1 ou 2 titres et relever quelques petites tablatures. Les gammes sont super charmantes, super intéressantes. C'est hyper envoûtant. En tout cas, moi, ça m'a touché beaucoup. Et l'histoire du bonhomme est complètement dingue. Juste, j'espère que vous irez checker. Essayez de bosser du Django. Ça va brûler les doigts. Ok, alors dernier guitariste qui a aussi subi un accident et qui en a fait une force pour son jeu. Et j'ai été assez surpris puisque je suis fan, j'allais dire non, mais j'apprécie énormément le groupe, ils m'ont beaucoup aussi influencé, comme quoi c'est assez dingue. Et en fait, c'est le guitariste Munky et c'est le guitariste de Korn. Hey, what's up? This is Munky. Alors lui, vous allez voir, c'est assez dingue. Pour le coup, c'est différent de ce qui se passe avec les autres. Les autres ont vraiment créé une identité à leur propre jeu et même voilà, des mouvements musicaux. Lui, non. Si vous voulez, bon, Korn, ça a une identité qui est très propre, hein, c'est très bien, mais c'est pas forcément lui qui a imposé le style Korn. C'est un tout, c'est un packaging. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est aujourd'hui à la place où il est, donc quand même, voilà, une très belle carrière guitaristique, ou en tout cas une très belle carrière avec son groupe, grâce à son accident. Je vous fais l'histoire. Bon, en gros, ce qu'il faut savoir, et de toute façon, c'est pas un secret, c'est que Munky aime beaucoup les choses diverses et variées, si vous voulez ce que je veux dire. Donc il aime bien faire la fête. Et en gros, ce qui se passe, c'est que pendant son adolescence, il voulait aller à une fête, d'accord, faire la fête encore une fois de plus. Ses parents n'étaient pas trop d'accord, donc lui, il se sauve tranquillement par la fenêtre. Il était un tout petit peu éméché de base. A priori, l'histoire veut qu'il s'est sectionné son doigt dans sa chaîne de motocross ou de vélo, on ne sait pas trop. J'ai fait des recherches, c'est un des deux. On va dire de moto, ça fait plus rebelle. Le doigt sectionné, a priori, il n'y a pas trop d'infos encore une fois, mais a priori, il a eu la chance qu'ils ont pu faire une reconstruction. Mais qui dit reconstruction, dit, eh bien, rééducation. Et là, pour tous les fans de Korn, vous pouvez remercier qu'une personne, c'est le docteur de Munky. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a poussé à faire de la guitare pour rééduquer son doigt. James était fan quand même, voilà, de musique assez lourde, notamment Black Sabbath et tout ça, voilà, les musiques à distorsion. Son père lui achète une guitare, il se trompe, acoustique, c'est pas très grave, je lui prends des cours. Quelques temps plus tard, eh bien, James lui dit, écoute, moi, ça ne me va pas, le son est trop faible, c'est pas le même son que les guitares que j'écoute, je veux une guitare qui fasse de la distorsion. Ça, c'est un bel homme. T'es un bon, toi. Et boum, en gros, ce qui se passe, c'est que, en même temps, qui avait une guitare électrique? Eh bien, le second guitariste de Korn, alias Head, et du coup, bah voilà, prêtage de guitare électrique, achat de guitare électrique, fusion de la passion, d'amitié, de rééducation, etc. Boum, Korn, plusieurs années après, est apparu. Merci, génial, au revoir, ça tue. Ok, bien écoutez, on en a terminé. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que la vidéo vous a plu. La motivation, c'est votre passion. Continuez à fond. Pour ceux eh bien, qui ont des petits soucis, voilà, où c'est compliqué pour vous de pratiquer la guitare, dû à un petit problème que vous avez ou quoi que ce soit, eh bien pensez déjà à ces personnes et n'oubliez pas en fait une chose, c'est la passion et faites-vous au moins plaisir à un minimum. On n'est pas obligé de toucher des sommets ou de devenir des stars comme eux ou de révolutionner un mouvement musical. On est juste là pour au moins se faire du bien et se faire plaisir. Tout est possible, essayez voilà, de garder en tête une ligne de mire qui est la passion. Pour tous ceux qui n'ont pas forcément de soucis, mais qui se disent « Oh, c'est trop dur pour moi, oh, c'est trop ci, etc. » Je ne veux pas vous entendre. Point barre. Je veux que vous soyez des guerriers et que vous soyez au taquet et que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver, ça ne veut pas dire tout le monde peut devenir des stars. C'est tout le monde peut arriver au moins à se faire un minimum plaisir. N'hésitez pas à mettre eh bien, votre expérience en commentaire. Hein. N'hésitez pas à partager tout ça si vous avez des choses à ajouter ou quoi que ce soit. Maintenant, forcément, la promotion youtubesque, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver mes méthodes de vidéo métal ou polyvalente pour apprendre la guitare, même pour progresser, pour aller plus loin, débutant ou intermédiaire. Ce sont les méthodes à 2 doigts de sonner. Tout ça est trouvable, retrouvable et re-retrouvable sur ma plateforme La Chelousphère. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que la chelouterie n'est jamais finie. Ciao!